Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié à la collecte d'EVENR participatif qui aura lieu demain à 12h30. Alors, vous êtes déjà nombreux connectés pour ce webinaire. On en a tout de suite 56. Évidemment, je ne doute pas que le petit quart d'heure, les petites 5 minutes qu'on peut les rênes, vont faire grossir un petit peu le compteur. Pour autant, je vous propose quand même qu'on commence cette présentation. Alors, ce soir, autour de moi, pour vous présenter cette collecte, je vais faire un petit tour de table. Il y a Roxane Bozarelli, vous êtes directrice générale de DevENR. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et Roxane sera accompagnée de Stéphane Bozarelli, qui est quant à lui président de DevENR. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Pour ma part, eh bien, je serai accompagné de Guillaume, qui a des petits problèmes de clic et de connexion, mais qui va nous rejoindre, j'en doute pas, d'ici quelques minutes. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, je vous propose déjà de vous présenter un petit peu l'ordre du jour. On va d'abord, bien sûr, vous présenter dans le détail qui est DevENR et qu'est-ce que fait cette jeune entreprise. Je pense que c'est un petit peu l'essentiel. Ensuite, quel est l'objet de cette collecte? Qu'est-ce qu'il est proposé de financer au travers d'elle? Et puis, bien sûr, on a toujours une petite approche pro-domo avec une présentation d'Enerfield, de là où nous en sommes, de ce que nous faisons. Et également, tout un aspect pour vous présenter un peu plus dans le détail les modalités à la fois d'inscription et d'investissement sur Enerflip. Alors, ce qu'il faut bien que vous sachiez, c'est qu'on est sur une intervention qui est tout à fait vivante. Vous avez un onglet questions sur votre droite qui vous permet au fur et à mesure de poser toutes les questions que vous souhaitez. La vocation, c'est que ce soit très interactif. On prend vos questions au fur et à mesure. Ça rend tout ça beaucoup plus intéressant et je dirais dynamique. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Autre aspect, vous pouvez voter pour les questions qui vous paraissent pertinentes sur un petit bouton qui est en haut à gauche de chaque question. Ça permet de les faire remonter. Et Guillaume, assurant le tri de ces questions, eh bien, fera des interventions pour les faire apparaître au fur et à mesure. Je crois que les règles du jeu sont données, donc on va pouvoir commencer. Je vais pouvoir passer la parole à Stéphane qui va nous parler de son entreprise DevENR. Stéphane, à toi. Merci Julien, bonsoir à tous. Je vais laisser Roxane se présenter d'abord et puis après j'enchaînerai sur effectivement DevENR et l'entreprise. Alors, qui on est? Déjà, vous avez dû le remarquer, nous portons le même nom de famille, nous sommes mariés et femmes. Comme ça place un petit peu. Moi, je m'appelle Roxane, j'ai 46 ans, j'ai une formation d'expertise comptable. J'ai fait 12 ans d'AF dans différentes PME qui n'avaient rien à voir avec les énergies à ce moment-là. Ensuite, j'ai pris la direction d'une association d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, j'ai fait 8 ans d'accompagnement à la création d'entreprises. Et puis, en 2014, j'ai créé une première société dans les ENR qui s'appelait Liboîte et qui était spécialisée dans l'autoconsommation. On a revendu Liboîte depuis en 2018 pour créer donc DevENR en 2019. Voilà pour mon parcours. Donc, en termes de répartition des tâches, moi, je m'occupe de tout ce qui n'a rien à voir avec le dev, c'est-à-dire la RH, l'admin, la compta, le juridique, le financier, et quand ça viendra, la construction et l'exploitation. Voilà pour la répartition des tâches. Et Stéphane fait tout le reste. Du coup, je lui passe la main. Merci beaucoup. Donc effectivement, moi l'enjeu c'est de développer des projets d'énergie renouvelable. C'est quelque chose que je fais depuis 20 ans. J'ai d'abord commencé par travailler dans une petite structure qui a été rachetée et qui est devenue EDF Énergie Nouvelle à l'époque. Une deuxième petite structure où on était 3, qui a grossi, qui a racheté des boîtes, qui est devenue Total Quadrant au final. Et puis un petit passage dans une filiale de Shell. Et donc j'ai fait le tour un peu des 3 gros qui m'ont finalement convaincu qu'il y avait peut-être moyen de faire un peu différemment et d'où la phrase de base de la définition de DevENR qui est qu'il faut qu'on remette l'humain et les territoires au cœur des projets. Et visiblement, Stéphane est poursuivi par les pétroliers, vous aurez noté dans pas que, il y avait EDF aussi. Bonjour, excusez-moi pour le retard, donc je suis Guillaume, Julien m'a présenté rapidement juste avant. Donc merci Stéphane et Roxane pour
cette première présentation. Je propose qu'on prenne 5 minutes là pour répondre aux premières questions, puisqu'il y en a 4, notamment une de Régis qui intéresse pas mal de personnes. Donc, je la lis. Tu peux l'afficher, s'il vous plaît. Ouais, je peux pas. Je sais pas pourquoi. Donc, bonjour. Actuellement, la société... Ah ben voilà, Julien l'affiche à l'écran. Donc, bonjour. Actuellement, la société Devenair a-t-elle des actifs? A-t-elle déjà livré des programmes pour des opérateurs? Et sinon, à quel stade sont les programmes? Est-il possible de confirmer que les 10 projets de la collecte sont hors appel d'offres? Alors, c'est un peu anticipé sur ce qu'on va présenter, mais peut-être Stéphane, tu veux que je passe les slides ou tu veux répondre? Dis-moi. Non, on peut répondre, ça fait 2 ou 3 questions en fait dans une. Oui. D'abord, non, on n'a pas d'actifs à ce jour puisque l'entreprise a été créée il y a 2 ans, mais on a réellement démarré très activement il y a une petite année. Donc le temps de gestation des premiers projets, on se met en capacité de construire nos premières installations de toiture et d'ombrières en début d'année prochaine en fait pour les premiers actifs. Et la deuxième question derrière, est-ce que c'est tous des projets hors creux? Non, il y a des projets qui sont creux dans le lot des 10 projets qui sont mis en place pour le financement avec Enerfip. Ok. Voilà. Et après, donc on a Arnaud qui nous pose une question sur la prime de non-conversion. Je pense que ce sera expliqué plus tard dans la présentation. Ouais. On garde de côté cette question et Arnaud, on la mettra en exergue tout à l'heure. Et après, pareil, pour Pascal et Georges, vos questions, elles seront traitées au fil de la présentation. Et donc, je vous laisserai reposer une question si ça n'a pas été assez clair ou assez précis. J'essaye également de répondre en chat en direct quand je vois des questions faciles pour répondre rapidement. Ça marche. Vas-y, Stéphane. Allez, donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de remettre l'humain et les territoires au cœur des projets et d'avoir une entreprise qui soit souple et avec de la proximité. Nos gros opérateurs ont beaucoup d'avantages, notamment d'avoir des moyens financiers, mais ont souvent perdu le contact avec le local, le contact avec les territoires et ont des process de décision qui peuvent prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ça, c'est exactement ce qu'on ne veut plus. Et donc, finalement, mes 20 ans de développement de projet m'ont appris et m'ont finalement fait comprendre ce dont on n'avait plus envie. Donc l'humain et les territoires, c'est vraiment notre credo. Aujourd'hui, donc entreprise familiale, on détient avec mon épouse 83% du capital de l'entreprise, les restes des 17% étant chez Sophie Laro, donc qui est une filiale du Crédit Agricole Languedoc-Roussillon, qui est rentrée au début quand on a créé l'entreprise. Nous sommes aujourd'hui 19 collaborateurs, essentiellement orientés sur le développement de projet, donc avec une cellule toiture ombrière et puis une cellule projet au sol. Je vais te laisser passer la slide. Voilà. 4 grands pans d'activité, les centrales solaires au sol, donc qui va être plus question ce soir. Des centrales solaires flottantes, on a quelques projets sur des anciennes carrières ou avec des trous d'eau sans concurrence d'usage. Des ombrières de parking et puis des toitures sur des bâtiments existants ou des hangars agricoles ou industriels avec des toitures photovoltaïques. Notre métier, c'est finalement d'être énergéticien. Ça veut dire de pouvoir couvrir l'ensemble du spectre d'un projet. Donc on va faire des prospections pour identifier des nouveaux sites potentiels favorables à des projets au sol. Qu'on va ensuite développer. Alors développer, ça veut dire quoi? C'est un mot qu'on emploie à tort et à travers. Développer un projet, c'est le co-construire avec le territoire, c'est prendre en compte l'ensemble des enjeux du territoire pour au final obtenir des autorisations d'urbanisme. C'est un process qui prend 2 à 3 ans, donc qui est quand même assez chronophage, mais qui est essentiel pour avoir une bonne acceptabilité locale du projet. L'objectif pour nous, c'est vraiment que les territoires soient impliqués dans ce process-là et puissent nous amener justement leur connaissance du territoire pour qu'on travaille nos projets le plus finement possible. Derrière, on va monter le financement du projet, on va le faire construire. Donc là, on a des partenaires historiques qui savent et qui ont l'habitude de faire des installations solaires qui sont plutôt des grosses entités, des grands groupes, ce qui nous permet d'avoir de la sécurité sur l'aspect travaux et l'aspect chantier. Et ensuite, on va exploiter
nos installations, avec donc un suivi de la vie de chaque centrale, et puis des interventions en maintenance préventive et curative au fil du besoin. Et enfin, on gère la fin de vie des installations avec le démantèlement et le recyclage. Donc avec plusieurs options pour le propriétaire, notamment dans le cas des bâtiments. S'il souhaite garder sa centrale à l'issue des 30 ans de contrat, on peut la lui laisser ou repartir sur une nouvelle installation. Et en cas de démantèlement, ce qu'on s'engage à faire si le propriétaire le souhaite, il y a une filière de recyclage aujourd'hui qui existe en France sur la partie panneaux solaires. Donc on n'a pas de terres rares dans les panneaux, on n'a pas d'enjeu de recyclage. Chaque panneau, en fait, un panneau, c'est la même chose que tout appareil électrique. Donc il y a une écotaxe qui est payée chaque fois qu'on installe un panneau et qui permet de provisionner son recyclage. Et il y a une première usine qui existe en France de recyclage de panneaux, donc qui est à Rousset, à côté d'Aix-en-Provence, et qui est opérée par Veolia, et qui aujourd'hui, on recycle à peu près à 95% les panneaux solaires, d'ores et déjà. Donc c'est vraiment un process mature, et on n'a pas d'enjeu sur sur la fin de vie des installations, en fait. Le reste des installations étant du métal, du cuivre et des choses tout à fait classiques en termes de recyclage et de démantèlement. Ok. Il reste une petite slide. Ah, excuse-moi. Merci. Nous sommes basés donc à Béziers. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur l'Occitanie. Donc, évidemment, la majorité de nos projets se retrouvent en Occitanie. Et puis, on a 2 ou 3 partenariats intéressants sur la Nouvelle-Aquitaine. Et je vais vous livrer un scoop aujourd'hui, c'est qu'on est en train de travailler à l'ouverture d'une agence sur la Nouvelle-Aquitaine parce qu'on a beaucoup de projets et qu'on souhaite rester dans notre vision de la proximité et du local. Et quand on est à 4 heures du site, ben, ça marche plus. Donc ouverture en cours d'une agence sur la région Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir suivre et gérer nos projets de cette zone-là. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire derrière des créations d'emplois, j'imagine. Donc c'est très très bien. Une question, je me permets de piquer ton rôle, Guillaume, juste quelques secondes, mais qui est quand même intéressante, sur les panneaux que vous utilisez et que tout le monde utilise. Hein. Oui. Question de Laurent qui demande où sont fabriqués les panneaux solaires que vous installez? Est-ce qu'ils sont produits en Chine ou en France? C'est une question qui revient très souvent et je pense que c'est bien de tout de suite en parler, quoi. Oui. Alors, il y a plusieurs aspects à cette réponse-là. D'abord, on essaye de privilégier la production locale. Ça, c'est vrai pour les panneaux comme pour tout le reste du matériel qui est mis en place sur une installation. Après, on n'a pas des grosses capacités de production en France en termes de panneaux. Il y a quelques usines, mais qui produisent pas énormément de volume. Et du coup, on va aller chercher des productions européennes. Là aussi, autant que faire se peut. Il y a des usines encore en Allemagne, en Tchéquie. Enfin, il y a quelques producteurs européens, et donc on essaie de s'approvisionner au maximum sur de l'européen. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, ça va aller de plus en plus vers de l'approvisionnement européen. Pourquoi ? D'abord parce que les coûts de transport entre la Chine et la France, enfin entre la Chine et l'Europe globalement, ont totalement explosé. Un conteneur qui valait $1 500, un passage Chine-France, c'est aujourd'hui presque 15 000. Ce qui renchérit très fortement le prix des panneaux solaires chinois. Et puis, les enjeux de bilan carbone font que les panneaux chinois sont moyennement compétitifs sur des appels d'offres de la Creux. Donc tout ça pousse finalement à ce que les productions locales soient privilégiées. Et il y a un troisième aspect, c'est que la baisse des prix de panneaux font que finalement le panneau solaire représente pèse de moins en moins dans une installation solaire. Là où le panneau il valait 4 € le watt en 2006-2007, là au tout début, aujourd'hui c'est 0,25 € le watt. Et donc on a vraiment un gap très important. Et le poids du panneau dans un investissement global sur une centrale a beaucoup diminué, ce qui fait qu'on peut arriver à privilégier de l'européen sans grosse difficulté. Donc ça fait trois gros arguments qui font que finalement la relocalisation de la production est quelque chose qui se met en route. Et il y a justement plusieurs projets de Gigafactory en Europe et voire même en France sur ces sujets-là. Donc on pousse et on espère qu'on va pouvoir demain se fournir en panneaux français, ce serait parfait. Le dernier gros investissement en création d'usine, c'est chez Voltec en Alsace. Effectivement. Une entreprise avec qui on avait l'habitude de travailler par le passé. Oui. C'est vrai. Ok.
Du coup, je reprends mon rôle, Julien. Alors, une question qui n'est pas forcément à voir avec le sujet, mais je vais quand même rassurer Sylvain. Pauline va très bien, elle est juste revenue sur un autre événement de ce type. Voilà, nous, on est un peu les seconds couteaux, Sylvain, désolé. Hein, mais voilà, ouais. On va essayer de faire aussi bien, mais c'est pas sûr qu'on y arrive. Pour Laurent, oui, vous pourrez avoir les slides, je pense. De manière générale, pour tous les gens qui nous écoutent, un lien est disponible et les vidéos, après, vous pourrez les retrouver sur YouTube si voilà, il y a des parties que vous avez identifiées qui vous intéressent particulièrement et que vous souhaitez regarder avec plus d'attention. Et pour le reste, j'avais une question qui m'avait l'air intéressante. Oui, alors, j'avais Georges. Si 100% des projets au sol, voilà, merci Julien. Si 100% au sol, donc des projets, comprendre, donc par rapport à une question qui a été posée, donc le portefeuille présente que des projets au sol, effectivement, même si, comme l'a précisé Stéphane, ce n'est pas uniquement des projets au sol qu'il développe. Vous l'avez d'ailleurs sur la slide là, qui est en visu. Aujourd'hui, on développe effectivement un certain volume de projets au sol, mais tout ce que vous avez, tous les petits points verts, c'est des projets de toiture, d'ombrière. Et donc, voilà, c'est pas du sol. Et donc, quel est l'impact sur les terres agricoles et donc, est-ce que vous serez soumis aux contraintes réglementaires et tarifaires? Alors, on sera soumis aux contraintes réglementaires, ça c'est sûr, personne n'y échappe. Aujourd'hui, on essaie de privilégier les sites anthropisés, donc les anciennes carrières, les anciennes décharges et anciennes zones industrielles, qui sont éligibles effectivement aux appels d'offres de la Creux et qui permettent d'avoir un tarif d'achat. Et après, on travaille effectivement quelques projets sur des zones agricoles, mais sous un angle, on maintient ou on pérennise et on développe l'activité agricole et on vient adapter un projet solaire à ces enjeux-là, et pas l'inverse. Et du coup, on est plutôt sur des centrales de taille un peu plus importante et en vente de gré à gré au marché et plus en passant par les appels d'offres de la Creux. Donc ça permet aussi d'avoir des projets qui n'ont plus de subvention de l'État, puisqu'indirectement le tarif de la Creux, enfin l'appel d'offres de la Creux est une subvention, et on est en vente directe. Mais encore une fois, l'enjeu de ces projets, c'est vraiment, on bosse avec l'agriculteur et avec le fermier pour voir comment ils exploitent aujourd'hui leurs champs et comment demain on peut venir adapter un projet à leur activité agricole de façon à la pérenniser. Là aussi, après-demain, les aides de la PAC et autres subsides européens, ça ne va pas être éternel. Et donc l'idée pour nous, c'est aussi de pouvoir, encore une fois, pérenniser l'activité agricole de ces zones-là. Vraiment, quand on travaille sur ce qu'on appelle du PPA, donc du terrain agricole, déjà, il y a une autre question, c'est combien de pourcentage c'est en creux, combien de pourcentage c'est en terre agricole et donc non creux. Sur les 10 projets, là, on a un seul projet qui est sur des terres agricoles. Tous les autres projets sont sur des terres anthropisées et donc éligibles à la creux. Et ensuite, dans notre démarche, j'insiste vraiment sur ça parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur dans notre philosophie d'entrepreneur et dans notre philosophie de vie au quotidien. L'enjeu, c'est vraiment d'appuyer un agriculteur dans sa démarche et pas de remplacer son activité principale. L'activité principale, c'est l'activité agricole et nous, on vient la soutenir et vraiment la valoriser. Super. Eh bien, je propose qu'on continue cette présentation. Donc, on en vient à la partie, je dirais, un peu plus pragmatique, c'est la collecte. Pourquoi cette collecte? Pourquoi DevNR fait appel à Enerfip et donc à travers nous aux citoyens pour financer une partie de son activité? Alors, l'objet de cette collecte, qui s'ouvrira demain à 12h30, c'est de financer donc 10 projets photovoltaïques au sol qui totalisent ensemble 67 mégawatts. Donc, c'est une puissance assez importante. Ces projets sont localisés, comme vous le voyez sur la carte, une bonne partie en Occitanie et une poche en Charente-Maritime. Vous avez les départements qui sont donnés. Il y a une question tout à l'heure que j'ai vu passer, donc c'est une collecte qui va être ouverte à tous. Il n'y a pas d'histoire de géographie pour les investisseurs. Tout le monde pourra investir sans aucun problème.
Donc, l'objet de cette collecte sur ces 10 projets, en fait, c'est un montage qui est assez récent pour nous, que nous avons déjà mis en œuvre avec, pour celles et ceux qui nous suivent, avec par exemple éléments participatifs 1 et 2. En fait, nous allons financer une structure une structure détenue par DVNR, qui détient ces 10 projets qui sont en développement. Et donc, là, je vais vous présenter les 3 étapes que nous avons définies de cette phase de développement des projets. Ce qui est très intéressant dans le mécanisme, c'est qu'en finançant cette structure de tête, on a une possibilité, et c'est ce que l'on va faire, vraiment de résilience. Pourquoi? Parce que lorsqu'un projet est en développement, eh bien, Stéphane et Roxane, qui sont très expérimentés, vous le confirmeront, les aléas font qu'il y a toujours des projets qui peuvent partir à la casse parce qu'on va rencontrer un enjeu écologique fort, parce qu'on va rencontrer des problématiques de terrain, enfin bref. Les raisons peuvent être diverses et variées, et du coup, c'est ce qui est très intéressant dans ce financement, c'est qu'on a mis en œuvre avec DVNR le fait que si un projet est abandonné, pour X ou Y raison, il est remplacé par un autre qui sera peu ou prou de même valeur. Donc, pour l'investisseur, pour les investisseurs potentiels que vous êtes, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment une résilience complète de l'objet final que vous financez. Ça, je crois que c'est très important de le dire. Et pour aller un peu plus dans le détail, on maintient en permanence un ratio entre le montant prêté et la valeur intrinsèque de ces projets qui est de 1 pour 2. C'est-à-dire que là, on va faire une collecte de 1 million d'euros au travers de cette première collecte demain. Et donc, en permanence, ce qui est financé, ce portefeuille financé, a au moins en permanence une valeur de 2 millions d'euros. Et on s'en assure, le côté Enership, en mettant en œuvre tous les 6 mois un comité de suivi avec Stéphane et Roxane, au travers duquel on va pouvoir pointer les 10 projets, voir où ils en sont, les retards ou pas qu'ils rencontrent, etc. Donc, sur ces 3 phases que nous avons définies avec DVNR, donc, il y a d'abord la phase du prêt à être développé jusqu'à prêt à être déposé. Donc, qu'est-ce que c'est que cette phase? Ça caractérise le moment où on a identifié le terrain. Là, je parle sous votre contrôle, Stéphane et Roxane. On a identifié le terrain, on a commencé à sécuriser le foncier et on va pouvoir commencer à préparer le futur dossier. Et notamment à faire toutes les études environnementales qui prennent 1 an, et qui sont quelque chose d'incompressible. Donc voilà, d'où le délai des 10 à 12 mois. Oui, c'est ça, et qui sont incompressibles et qui parfois révèlent à ce moment-là, ce que je disais tout à l'heure, un enjeu, par exemple écologique, trop fort avec la présence d'une espèce qui est protégée et qui interdit le développement de tout projet. Pour avoir été un ancien développeur, ça m'est arrivé, et je sais, ça peut être frustrant, mais ça a aussi le mérite de protéger la biodiversité. Donc, on a une question de Mathieu à ce sujet qui demande combien on a d'autres projets au cas où il faille en remplacer un. On a à peu près le triple de projets en cours de développement, mais à des stades un petit peu moins avancés pour certains. Ok, c'est effectivement. Ouais, donc c'est important cette question, Mathieu, parce que évidemment, il y a de quoi derrière côté DVNR pour remplacer tout projet qui serait appelé à être abandonné. C'est aussi quelque chose qu'on a bien évidemment vérifié avec Guillaume et en collaboration avec Stéphane et Roxane pour que ce principe que je viens de vous exposer soit effectif et qu'il fonctionne. La deuxième étape, c'est le prêt à être déposé jusqu'à prêt à être construit. En gros, c'est l'instruction auprès des services de l'État, notamment pour obtenir le permis de construire du projet en question. Alors là aussi, ça peut être variable. Stéphane vous le confirmera, selon l'enjeu, selon le projet, selon le lieu aussi. Vous avez en général inévitablement des demandes de compléments, par exemple des services de l'État qui vont vous demander de faire des études écologiques complémentaires, par exemple. Bref, voilà, c'est tout ça, c'est toujours très difficile à qualifier en termes de timing. On a mis 10 à 12 mois. Moi, je trouve ça un peu optimiste, mais bon, oui. Voilà, mais en tout cas, c'est cette étape-là qui est caractérisée au travers de ce prêt à être déposé et prêt à être construit. Et enfin, là, c'est, je dirais, quasiment le meilleur moment, quand vous avez obtenu vos autorisations et que vous pouvez lancer le processus de financement, de construction et donc de mise en service de votre projet. Si vous êtes investisseur de cette collecte, vous aurez, donc dans le cadre des suivis que nous vous ferons parvenir, un descriptif de chaque projet, de son état d'avancement au fur et à mesure que nous ferons
les comités de suivi avec Roxane et Stéphane. Donc, c'est aussi intéressant pour illustrer un peu ce qu'on est en train de vous dire. Il y a toujours un côté un peu aléatoire dans le développement et donc vous pourrez toucher du doigt la nature parfois complexe du développement de projet. J'en profite, vu qu'on fait, voilà, on change de sujet, un petit point de question, puisqu'il y a une question qui intéresse pas mal de gens. Donc, c'est une question de Gérard, qui concerne plutôt DevENR, sa structure et sa façon de se financer. Donc, peut-être qu'on peut y répondre. Julien, peut-être tu peux l'afficher à l'écran. Ouais, quelles sont vos ressources de financement, c'est ça? Oui. Quelles sont vos ressources de financement extérieur? De quelle nature? Subventions, emprunts, fonds propres? Dans quelle proportion? Quelles garanties vous sont-elles demandées? Comment assurez-vous la rémunération de 5%? Il y a 12 questions, mais… Ouais, c'est plusieurs questions en effet. Alors, vu que c'est assez financier, je vais essayer d'y répondre. Quelles sont vos ressources de financement extérieur? Donc, comme on vous l'a expliqué au début, on a un actionnaire très minoritaire, certes, mais qui est un réel soutien d'un point de vue financier, qui est le Crédit Agricole par l'intermédiaire de sa filière Sophie Larault. On n'a pas de subvention. Actuellement, DevENR n'a qu'un emprunt, qui est un emprunt de création d'entreprise, donc sur du BFR, qui est très modeste, on a 150 000 euros. Nos fonds propres aujourd'hui sont les fonds propres de beaucoup d'entreprises en création, donc encore positif, de 150 000 euros, mais plus aussi important que justement il l'était au démarrage. Actuellement, on est dans cette phase de développement où on ne gagne pas encore d'argent, donc pour l'instant on les creuse un petit peu. Quelles sont les garanties qui nous sont demandées? On n'a aucune garantie donnée à ce jour. Et comment est-ce qu'on va assurer la rémunération de 5%? Eh bien, concrètement, nous développons actuellement un parc de 650 mégawatts crête en tout. Et nos premiers projets, nous les avons mis en co-développement, ce qui nous permet d'avoir des jalons qui nous font gagner de l'argent de manière régulière à chaque avancement de projet sur ces projets-là. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'assurer l'essentiel de notre besoin en fonds de roulement, qui est essentiellement lié à la masse salariale, qui s'élève aujourd'hui à environ 1 million d'euros par an. J'espère que j'ai été complète. Il y avait beaucoup de questions en une. Effectivement, bravo. On peut continuer. Ouais, pour poursuivre, on a rapidement Charles qui nous demande, qui nous dit, vous avez dit qu'une poche Enerfib de 1 million a pour contrepartie une valeur de projet de 2 millions d'euros. Cela veut-il dire que vous accédez à 1 million d'euros et qu'il y a un complément de financement? Non, ça ne veut pas dire ça du tout. C'est simplement que la valeur intrinsèque des 10 projets qui sont financés au travers de cette collecte est supérieure de au moins 2 fois le montant qui est prêté. C'est ça qui est important. C'est que c'est un potentiel, une valeur intrinsèque de ces projets qui sert en fait de collatéral à l'investissement que vous réalisez. Et c'est la valeur à date, c'est pas la valeur finale. Oui, tout à fait. C'est la valeur à date. Il y a une question qui a l'air d'avoir du succès aussi, celle de Laurent, qui demande quel est le pourcentage de projets abandonnés jusqu'à présent par DevENR depuis 2019. Ouais. Alors, c'est pas très significatif pour l'instant. La moyenne des projets abandonnés, Stéphane, si je dis pas de bêtises, c'est entre l'identification d'un site et ce qui va au bout, enfin, une fois que la promesse de bail est signée quand même et que ça va au bout, il y a à peu près 20% des projets qui tombent en moyenne générale sur… je dis pas de bêtises. Alors oui, ça c'est les moyennes générales habituelles. Mais nous, ayant démarré les premières études environnementales l'année dernière, pour l'instant, on n'a pas eu de projet abandonné à cause de problématiques de ce type-là. On va déposer nos premiers permis là en fin d'année, et donc on rentre dans les phases où on peut avoir quelques surprises. Mais pour l'instant, on touche du bois. On n'a pas eu d'abandon de projet proprement parler. Ok. Très bien. Donc, pour poursuivre la présentation sur le mécanisme de cette collecte, parce qu'il est assez innovant, alors, pas besoin de prendre de cachet d'aspirine, je vais essayer de ne pas vous embrouiller la tête avec tout ça, mais sachez qu'il y a un principe donc, de taux d'intérêt sur cette émission obligataire, hein, ça c'est assez classique, mais avec ce qu'on appelle une prime de non-conversion, puisque ce sont des obligations convertibles qui seront proposées, et on met en œuvre une sorte de bonus, en fait, une prime de non-conversion, qui est ajoutée dans la rentabilité à laquelle vous aurez droit. Alors, en l'occurrence, sur cette collecte de DevENR, on en reverra après, mais c'est toujours bien de l'indiquer d'ores et déjà, il est proposé un taux d'intérêt de 5% par an, assorti d'une prime de non-conversion, donc de 2% par an. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, vous avez ici
le schéma qu'on a essayé de rendre le plus intelligible possible. Imaginons que vous investissez donc 16 000 euros à date, demain. Dans un an, vous allez percevoir les 5% d'intérêt sur ces 16 000 euros, donc 800 euros. Et dans 2 ans, DevENR va céder 5 projets. Et en fait, dans le mécanisme qu'on a prévu, c'est que ce faisant, lorsqu'il y a cession d'un projet ou de plusieurs parce qu'ils arrivent à maturité de développement, eh bien, il y a remboursement partiel du capital investi par les souscripteurs. Donc ça, c'est le premier point. Vous récupérez, dans cet exemple, 5 000 euros de capital. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que vous avez quelque part une diminution de votre risque, ça c'est factuel. Mais en plus, vous allez percevoir 2% de prime de non-conversion. Ces 2%, en fait, c'est sur un effet rétroactif. C'est comme si vous aviez touché 2% d'intérêt par an en plus pendant cette détention de ces 5 000 euros de capital. Donc, je sais que c'est au début un peu étonnant, mais en fait, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que non seulement ça permet à DevENR de ne payer qu'un intérêt de 5% par an sur des projets en développement, mais ça vous permet aussi, à vous, en tant qu'investisseur, d'avoir une rentabilité complémentaire qui va arriver au moment soit du remboursement final, parce qu'on arrive à la fin de la maturité des obligations, soit en cours de détention parce qu'il y a un remboursement partiel. Et l'avantage de ce bonus de 2%, c'est qu'il ne pèse pas tout de suite dans les finances de DevENR pour lui permettre à cette entreprise de pouvoir développer confortablement ses projets sans être acculé en termes d'échéance de remboursement. Voilà. Donc j'espère que c'est clair, mais si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les poser sans aucun problème et j'y répondrai. Alors, pour ce qui est d'Enerfip, je pense que vous êtes une bonne partie à nous connaître d'ores et déjà, mais c'est toujours important que de rappeler ce que nous faisons et qui nous sommes. Donc, l'objectif d'Enerfip, et ça rejoint un peu ce qu'a expliqué tout à l'heure Stéphane, c'est vraiment permettre ce circuit court entre les projets et les citoyens, donc ce circuit court qui s'applique à l'épargne en ce qui nous concerne et qui permet à tout un chacun de savoir où va son argent, à quoi et à qui il va servir. Parce qu'on le voit bien, et c'est, je pense, le succès du financement participatif et le développement d'Enerfip s'exprime à travers ça, c'est qu'on est de plus en plus nombreux, il y a une dimension sociétale là-dedans, une dynamique à vouloir vraiment reprendre la main sur la destination de notre argent et sa finalité. Donc, c'est vraiment pleinement en cela que s'inscrit Enerfip. L'autre approche, c'est que, après tout, le vent, le soleil et l'eau, ce sont des biens communs, ils appartiennent à tout le monde, donc c'est assez évident que de proposer du financement participatif dans la transition énergétique, mais il y a un corollaire, un préalable, c'est qu'il faut que nous fassions œuvre d'information, de pédagogie, parce que quand bien même on est très nombreux à soutenir ce secteur, on est très nombreuses et nombreux à manquer d'informations et de compréhension sur certains aspects. Donc là, on fait ce travail aussi chez Enerfip. Vous avez sans doute pu voir sur notre site internet où il y a beaucoup d'éléments pédagogiques et didactiques qu'on met à votre disposition pour, après tout, rendre intelligibles des choses qui ne sont pas du tout compliquées en soi, mais c'est le financement des projets, voire même leur fonctionnement propre en termes techniques, comment ça marche l'éolien, comment ça marche le photovoltaïque. Bref, c'est des choses auxquelles nous nous attelons et qui nous paraissent extrêmement importantes. On a créé l'entreprise, je fais partie des 4 cofondateurs, en 2014 et on a commencé notre activité en septembre 2015. Et depuis, on a financé un peu plus de 250 projets et nous avons collecté près de 125 millions. D'ailleurs, on les a dépassés maintenant. Il y a un peu de retard sur les chiffres. On a une communauté de 30 000 membres et nous sommes 22 collaborateurs, le siège social de l'entreprise étant à Montpellier. Évidemment, pour faire tout ça, il y a nécessité d'être agréé par l'autorité des marchés financiers. Et c'est un agrément que nous avons depuis mai 2015. Et puis, bien sûr, nous sommes régulièrement inscrits auprès de la CPR et de l'ORIAS, ce qui est une obligation. Voilà, j'en profite pour aller un peu plus dans le détail de la collecte. Et ça répondra, je pense, aux questions que je vois apparaître, notamment de Pascal. Notamment Pascal, ouais. Et après, pour ceux à qui on n'a pas encore répondu, on fera une petite session à la fin de la présentation. Oui, question-réponse, exactement. Donc la collecte en elle-même, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc je le rappelle, elle s'ouvre demain à 12h30. Donc l'objectif de collecte est de 1 million d'euros. L'investissement minimum par personne est à 10 euros.
Ça, je dirais, c'est un petit peu habituel. Le maximum par personne est à 100 000 euros. Et donc, on est sur des titres financiers, en l'occurrence des obligations convertibles, ce que j'expliquais tout à l'heure, et le taux d'intérêt, donc c'est ce fameux 5% par an, assorti de cette prime de non-conversion de 2%. La maturité des obligations est de 5 ans. Alors, notez bien qu'il y a non seulement ce mécanisme de remboursement anticipé partiel qui va s'opérer au fur et à mesure de la maturation des projets, ça c'est un fait, mais il y a aussi pour vous, en tant qu'investisseur, la possibilité à tout moment de céder les obligations que vous seriez amené à acquérir parce que intrinsèquement, c'est sa nature d'un point de vue juridique, une obligation est cessible, ce qui est intéressant à savoir parce que voilà, la vie étant ce qu'elle est, vous pouvez avoir des besoins qui se font jour dans 2 ou 3 ans et nécessiter de récupérer toute ou partie du capital que vous avez investi sur cette collecte. Donc voilà, sachez que vous avez aussi cette faculté et j'en profite d'ailleurs pour vous indiquer qu'à compter de début 2022, un marché secondaire permettant ce type d'échange sera à la disposition des investisseurs sur energy.fr. Donc voilà, le remboursement de votre capital se fait in fine, modulo bien sûr les remboursements anticipés que j'évoquais, et les intérêts sont versés annuellement à date anniversaire de l'émission des certificats de souscription. Voilà. Est-ce qu'on prend quelques questions? Allez, on y va parce qu'il y en a pas mal. Donc on va essayer de grouper. Il y a donc Roxane, j'ai vu que tu as répondu à une question qui est liée au sujet. Donc, je prends celle de Didier. Est-ce que tout votre portefeuille va être développé pour être exploité par DevENR ou une partie serait cédée? Ça rejoint un peu la question de Mathieu. À quel stade les projets sont-ils vendus, avant construction ou après construction? Et il y avait également une question, donc celle où Roxane a répondu, sur pourquoi ne pas parler de la phase d'exploitation. Donc, je laisse répondre Roxane et Stéphane sur cet aspect-là. Ouais. On a des projets finalement qui vont être cédés un peu à tous les stades. On évoquait tout à l'heure des projets en co-développement, donc c'est des projets qu'on a identifiés, sécurisés et qu'on a finalement prévendus à des gros acteurs qui nous permettent d'avoir de la trésor dès aujourd'hui et de vivre. Ensuite, on a des projets qu'on développe en propre et l'objectif pour nous, ça va être d'en garder le maximum. Donc il y aura probablement des financements participatifs au moment des constructions et il est fort probable qu'on en vende quelques-uns de façon minoritaire pour payer les fonds propres des autres projets. Donc finalement, c'est un petit peu tout ça qu'on va adapter en fonction de nos enjeux économiques au fil du développement de l'entreprise. Ok. Après, on avait une question donc de Jérôme. Peut-on avoir un business plan sur 5 ans permettant d'apprécier la capacité de remboursement de DevENR? Donc ça, c'est dans le dire, Jérôme. Dans l'annexe 3, il y a un prévisionnel de cash flow en fonction des ventes et des dépenses allouées et du financement participatif. Voilà. Si vous souhaitez plus de précision sur le business plan, n'hésitez pas à contacter le service client. Isabelle, donc pour ce qui est des projets de la Creux, en fait, vous avez raison, les projets Creux imposent une limitation géographique pour les financements participatifs, mais ce n'est pas l'objet visé ici. Ici, on va financer du développement. Ce n'est que lorsque les projets seront lauréats Creux pour ceux qui seront déposés à l'appel d'offres, hein, comme l'ont expliqué Stéphane et Roxane, ce ne sera pas systématique. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous mettrons en place un financement participatif dédié aux spécificités de la Creux. Aujourd'hui, on finance du développement comme un autre établissement pourrait le faire. Aujourd'hui, c'est Enerfip qui assure cette partie-là, mais c'est complètement décorrélé des incitations de la Creux. Il y a une autre question qui est liée de Charles qui dit « À qui seront vendus les projets ?» Déjà, comme Stéphane vous l'a dit, on va leur vendre le moins possible. Ensuite, je te laisse répondre sur à qui on les vend. Bon, après, on a différents partenaires donc sur la partie co-développement. Et puis, encore une fois, l'objectif, c'est d'en garder le maximum. Donc, si on peut tous les garder, on va tous les garder. Et sinon, moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce métier. Donc, aujourd'hui, j'ai un contact chez chaque acteur du métier des énergies renouvelables. Donc, il ne vous a pas échappé que tous nos gros pétroliers et énergéticiens ont des objectifs très, très élevés en matière de projets solaires. Ou d'énergie renouvelable en tout cas, sur lesquels ils ont en face pas les projets. Donc
y a une grosse appétence pour racheter du projet pour les au moins 5 ans à venir. Effectivement. Petite question à laquelle je vais répondre, hein, c'est celle de Jean-Louis. Donc, il nous demande si la non-conversion en action est obligatoire par contrat. En fait, ce n'est pas du tout ça. C'est que la possibilité de cette conversion reste tout à fait effective, puisque c'est une sûreté en fait, hein, qui est octroyée aux souscripteurs. Dans le cas où, imaginons, DVNR participatif n'honore pas eh bien, un paiement d'intérêt ou un remboursement, eh bien, dans ce cas-là, nous avons, nous, Enerfip, au nom des obligataires, le droit de convertir vos obligations en actions. Donc ça, cette sûreté-là existe toujours. Donc, il n'y a absolument pas d'obligation de non-conversion. C'est simplement que vous avez une sorte de prime. C'est une prime de non-conversion qui vous est octroyée en tant qu'investisseur si jamais, et c'est tout ce qu'on souhaite et c'est sans aucun doute ce qui se passera, eh bien, il n'y a pas eu de conversion de vos obligations. Voilà. Après, on a les questions d'Anthony. Ouais. Donc, il y a deux questions et puis il y en a une qui suit, mais de toute manière, on va répondre aux deux. En fait, non, une fois qu'on arrive à échéance, c'est-à-dire à 5 ans, le remboursement doit être, le remboursement du capital doit être total à date des 5 ans. Aujourd'hui, la documentation ne prévoit pas qu'elle puisse être prorogée. Néanmoins, il se peut que d'ici là, on ait d'autres opérations avec des VNR. Oui, c'est ça. Vous pourrez probablement investir dans les financements des projets pour le coup à construire. Voilà. Après, on avait une autre question. Est-ce que Enerfip propose parfois des placements fiscalement intéressants? Non. Non, voilà. Pour l'instant, non. Parfois, il y a du PEA alors qu'on a perdu Julien. Je suis là, excusez-moi. On a retrouvé Julien. Et alors, parfois, on peut faire du PEA PME. Ce ne sera pas le cas sur des VNR. Donc, après, si ça vous intéresse plus précisément, pareil, je vous invite à contacter le service client. Mais je dirais que nos placements sont déjà tellement intéressants en soi qu'il n'y a même pas besoin de s'intéresser aux problèmes de fiscalité, non? Tout à fait. Et enfin, une question de Joël. J'espère qu'on a répondu à tout le monde, hein, je ne suis pas sûr. Voilà, après, on aura la partie questions-réponses. Mais... Oui. Donc, la question de Joël, un remboursement partiel devrait entraîner l'arrêt du versement des intérêts. Non, en fait, si vous voulez, les intérêts vont être calculés, enfin, après le remboursement partiel, les intérêts vont être calculés sur le solde du capital, quoi, sur le capital restant dû, en fait. C'est-à-dire que s'il y a un remboursement partiel de 500 000 euros, pour la suite, les intérêts ne seront calculés que sur 500 000 euros et non plus sur 1 million d'euros. Très bien. Voilà. Je continue. Ah oui, pardon. Oula, oui, il y a encore. Je croyais qu'on était au question. Excusez-moi. Pardon. Très rapidement, simplement, c'est toujours, on a parlé de pédagogie tout à l'heure et c'est à chaque fois l'occasion d'en faire un tout petit peu au travers de ces webinaires, puisque toutes et tous, vous n'êtes pas forcément au fait de qu'est-ce que c'est qu'une obligation. Alors, retenez simplement qu'une obligation, c'est en tout point un prêt, avec comme différence, c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la possibilité pour vous de céder à tout moment cette obligation à qui vous le souhaitez. Mais voilà, moi, modulo cette particularité, ça se passe exactement comme un prêt. Vous avez un capital que vous investissez, un taux d'intérêt qui vous est dû et qui est fixe, et une durée de ce prêt qui va en général de 1 an à 5 ans. On sera, dans le cadre de la collecte sur des VNR, sur une maturité de 5 ans. Dernier détail, ça aussi, hein, c'est sur le mécanisme d'Enerfip. Sachez qu'il n'y a aucun frais pour les investisseurs, absolument aucun. Et évidemment, on est une entreprise, on a besoin de gagner bien notre croûte, comme on dit. Et donc, c'est en fait le développeur qui nous rémunère pour nos prestations, mais on ne prend absolument aucun frais du côté des investisseurs. Ça, c'est très important. Sur les risques, on a parlé des avantages de cette collecte et des modalités de taux, de durée. Il y a évidemment des risques. Comme toujours, le risque zéro n'existe pas. Alors, sur les projets qu'on va financer au travers de cette collecte, ces risques sont liés aux risques de développement qu'on a pu voir et qui sont plutôt déjoués par ce mécanisme de remplacement des projets, et puis bien sûr les risques administratifs, voire même législatifs en fonction de l'évolution des choses. Mais bon, tout ça c'est assez conventionnel.
Pour la fiscalité qui s'applique sur vos investissements, on en a un petit peu parlé, donc c'est un prélèvement à la source au travers de la flat tax, en fait, qui s'appelle le prélèvement forfaitaire unique en français, donc qui sont de 30%, répartis en 17,2% de CSG CRDS et 12,8% au titre du prélèvement forfaitaire sur l'impôt sur le revenu. Pour investir, c'est extrêmement simple. Il vous suffit d'aller sur enerfip.fr, de créer votre compte. Ça prend entre 5 et 10 minutes maximum. Vous verrez que ce faisant, étant soumis aux mêmes réglementations qu'une banque, nous sommes tenus de vous poser plusieurs questions qui nous permettent en fait de connaître votre profil d'investisseur. C'est une obligation qui s'impose à nous. Et ce profilage nous permet, lorsque vous allez investir sur le site, à tout moment de vous indiquer si le projet sur lequel vous souhaitez investir est en relation, en corrélation avec votre profil. Si par exemple vous avez souhaité investir sur une durée maximum de 3 ans, si demain vous essayez d'investir sur des VNR, vous aurez un message vous disant non, vous ne pouvez pas investir sur ce projet parce qu'il ne correspond pas à vos attentes. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut que vous sachiez parce que ça peut paraître intrusif, ce questionnaire, mais c'est simplement pour vous apporter le meilleur service possible. En toute fin de questionnaire, vous avez une demande qui vous est faite de nous transmettre une image ou un PDF de votre pièce d'identité. Ça, c'est au titre de ce qui est le lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. On est tenu de faire cela. Mais en tout cas, une fois que vous avez fait ces étapes, votre compte est créé et vous pouvez investir donc sur Enerfip. Et là, c'est assez rapide. Vous avez accès à la documentation dont a un petit peu parlé Guillaume, dans laquelle vous trouvez notamment les éléments financiers en fait, de la collecte qui vous est proposé et tout un tas de descriptions un peu plus détaillées, notamment des mécanismes de conversion. Vous faites votre investissement à partir de 10 € en carte bleue ou bien au-delà de 2500 € en virement. Et puis, votre investissement est validé à partir du moment où vous signez votre bulletin de souscription, signature qui se fait de manière électronique. Voilà. Et petite information, je crois que j'ai vu passer tout à l'heure une question là-dessus. Sachez que vous pouvez investir en ouvrant un livret mineur, donc pour votre ou vos enfants. C'est un petit peu l'équivalent de ce que vous pouvez faire avec un livret A, mais un petit peu mieux, puisque vous le faites sur Enerfip. C'est vous qui gérez ce livret pour le compte de votre enfant jusqu'à sa majorité. Et ça se fait en quelques clics. Il faut au préalable, bien sûr, que vous ayez créé votre propre compte à votre nom. Voilà. Et comme c'est précisé, vous pouvez investir en tant que personne morale aussi. C'est une collecte sur laquelle ce type d'investissement est ouvert, donc pour les personnes morales, sans problème. Et si vous êtes déjà inscrit, n'hésitez pas à donner votre code parrain à vos proches. Ça vous fera gagner un petit peu d'argent et ça en fera gagner un petit peu à la personne qui est parrainée. Pour répondre à toutes questions complémentaires auxquelles on n'aurait pas répondu ce soir, je vous invite à nous appeler et Pauline, Valérie ou Maëva se feront une joie de vous répondre. Vous pouvez nous appeler au 04 119 34 111 ou à l'adresse service client en un seul mot au singulier tout attaché @enerfip.fr. Voilà, on en vient à la partie des questions-réponses. Alors peut-être que tu en as identifié déjà. Oui. Alors Laurent, que pèseraient les 1 million d'euros de collecte dans l'actionnariat de DVNR si les obligations étaient converties en actions? C'est une bonne question. Roxane avait répondu parce qu'on avait une question un peu en ce sens aussi. En fait, il y a un calcul qui a été fait dans le terme et conditions, donc il y a un annexe du DIR que vous pouvez télécharger avec des exemples. Cela dépendra principalement du nombre de la valeur des projets au moment où la question de la conversion se posera. Étant précisé que la valeur des projets pourra être… alors, il y a deux cas de figure. Soit on arrive à tomber d'accord, puisqu'en fait, on a défini une méthodologie pour… Enerfip et DevENR a défini une méthodologie pour valoriser les projets. Si, en cas de défaut et donc de conversion, DevENR et Enerfip, à ce moment-là, ne sont pas d'accord sur la valorisation des projets, à ce moment-là, c'est un expert indépendant qui fera une valorisation pour déterminer les projets. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas savoir combien les 1 million d'euros de collecte pèseront dans l'actionnariat de DevENR participatif, en l'occurrence. Voilà. Donc, ça me permet d'enchaîner sur la question de
Thierry. Donc DevENR, effectivement, c'est pas DevENR qui va émettre les obligations, c'est une filiale qui elle-même détient les 10 projets dont on a parlé au début de cette présentation. Voilà, ça nous permet de circonscrire l'investissement à ces seuls 10 projets. Et donc, pour l'instant, quand vous investissez, vous ne prenez le risque que sur ces 10 projets-là et pas sur les projets qui sont développés par ailleurs. C'est ce qui nous permet aussi de les remplacer si par malheur un des projets venait à péricliter. C'est parce qu'on en a d'autres qui nous permettraient de les remplacer dans le pipe. Voilà. Il y a une question de Philippe. À laquelle on n'avait pas répondu sur un projet du COS. Ouais. Une municipalité, le COS, qui avait rejeté votre projet, Roxane et Stéphane. Voilà. Qui, en l'occurrence, ne fait pas partie du portefeuille. Hein. Non, elle n'est pas au portefeuille. Qui fait effectivement pas partie du portefeuille. Il y a eu une délibération défavorable, ce qui arrive de temps en temps. Pour qu'un projet existe, il faut qu'on ait l'accord des propriétaires fonciers et l'accord des collectivités, en l'occurrence la mairie. Et donc, on fait des présentations en conseil municipal de nos projets, du pourquoi, du comment, et du comment on souhaite le développer avec la collectivité. Et on n'a pas toujours 100% de réussite. Et donc, en l'occurrence, effectivement, sur ce dossier-là, on a eu une délibération défavorable pour un enjeu de paysage. La majorité des élus du conseil municipal a estimé que l'impact paysager serait trop fort sur ce projet. C'est leur droit. On a quand même... Oui, c'est leur droit. Oui, non, après, c'est des choses qui arrivent et c'est intéressant aussi ce genre d'opération sur la plateforme parce que, comme l'a dit Julien, ça vous permet aussi de suivre la vie d'un développeur de projet qui est parfois fait de rebondissements. Voilà, et on gagne pas à chaque fois, quoi. Et non. Voilà. Pour Christian rapidement, donc oui, vous recevrez un lien à la fin de la présentation et cela vous donnera accès à la vidéo. Pas de problème. Julien, pardon, vas-y. Non, je regarde en fait les questions qu'il y a. Mathieu, une question de Mathieu, on n'a pas répondu encore. Donc, effectivement, Mathieu, tu l'as trouvé. C'est celle-là ? Ouais, c'est celle-là. Donc, tout à fait, vous avez bien suivi. Et effectivement, alors après, on ne peut pas présager du futur, mais effectivement, si DevENR aujourd'hui devait sortir 67 MW, ils auraient forcément besoin de trouver des financements. Alors, il faut savoir que le financement, c'est une recette de cuisine un peu, entre guillemets. Il y a plusieurs ingrédients. Le financement participatif fait partie évidemment de ces ingrédients. On est là pour ça, mais il y a d'autres solutions. Et effectivement, il y a fort à penser que sur 67 MW, DevENR aurait besoin de prêts, en tout cas, pour pouvoir construire tous ces projets. De toute façon, n'importe quel dossier qu'on construise, on est globalement sur un ratio de 80% de financement bancaire et 20% de fonds propres sur lequel on est susceptible d'aller faire du financement participatif ou de vendre un ou deux dossiers pour financer les fonds propres des autres, en fait. Si on prend le pipe en question, pour être très transparent, on a 10 projets. Le fait de vendre un projet nous permettra de rembourser l'intégralité du million d'euros qu'on emprunte aujourd'hui. Et en vendre un autre nous donnera les apports personnels nécessaires pour construire à peu près 2 autres, quoi, grosso modo. Oui, et pour finir, je crois que ça fait partie un peu de la question, c'est que il faut savoir que 67 MW, donc c'est une puissance très significative, et en termes d'investissement, peu ou prou, on va dire, c'est entre 50 et 60 millions d'euros d'investissement. Et là-dedans, évidemment, c'est la banque ou les banques qui vont apporter l'essentiel de ces fonds. En général, le porteur de projet doit apporter 10 à 15% au maximum de ces 50 millions. Alors, ça reste significatif, évidemment, mais c'est grosso modo ce type de chiffre qu'il faut avoir à l'esprit. On a une question qui va faire rigoler Stéphane. Vas-y. Quid si DevENR est racheté par une major company? Alors, compte tenu des 20 ans passés, c'est vraiment pas l'objectif. Très honnêtement, nous, l'objectif, c'est vraiment de monter une structure qui garde l'humain au cœur des développements et qui fasse qu'on construise nos projets pour
les garder longtemps. Je confirme, hein, pour connaître Stéphane depuis un petit moment, effectivement, il a plus qu'à son tour joint les paroles aux actes en quittant tout de suite les entreprises dans lesquelles il se trouvait lorsqu'elles étaient rachetées par des gros groupes. Et je vois bien qu'il a une forme d'aversion. Donc, et en l'occurrence, voilà, en l'occurrence, les engagements seraient garantis, évidemment. Hein, ça changerait absolument rien du tout Effectivement. pour les investisseurs. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour à peu près, il me semble. Voilà, peut-être qu'on a eu beaucoup de questions. Hein, donc, s'il y en a qui sont passés à la trappe, comme l'a dit Julien, n'hésitez pas à contacter le service client. Vous tomberez soit sur Valérie, soit sur Pauline, soit sur Maëva, qui pourront répondre à toutes vos questions. Oui, sans problème. Et pour répondre aussi à une question qui a été posée tout à l'heure et à laquelle j'ai répondu par écrit, mais bon, je le redis là. Oui, sachez que vous allez recevoir à l'issue de cette présentation immédiatement un lien vers le replay. Donc, vous pourrez revoir, si jamais vous avez raté le début ou des passages, vous pourrez revoir l'ensemble de cette présentation. Et évidemment, comme vient de le dire Guillaume, on est à votre disposition pour toute question complémentaire. En tout cas, l'heure est venue pour moi de remercier déjà Stéphane et Roxane pour leur participation. C'était super, merci à vous. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. On a une question de dernière minute. Voilà, c'est la dernière qu'on prendra pour pouvoir libérer quand même Stéphane et Roxane et pour pouvoir nous libérer également de Denis. Pourquoi ne pas faire appel à un prêt classique? La réponse est très simple, hein, c'est qu'un prêt classique, elle ne vient pas financer du développement, elle vient financer un projet qui est permité, qui a un tarif d'achat, enfin voilà, un projet plus en amont. Voilà, les banques aujourd'hui, sur ce style et sur ce stade d'opération, aujourd'hui, elles n'ont pas forcément de solution à mettre en face et c'est pour ça que c'est un établissement tel qu'Enerfip qui le fait. Je précise quand même pour tout le monde que le financement participatif propose une solution, mais il n'y a pas que le financement participatif qui en propose. Hein. Il y a d'autres établissements qui proposent ce type de financement. Nous, on a une alternative aux solutions conventionnelles qui sont souvent apportées par des fonds. Mais voilà, on n'est pas dans une démarche de « Ah, la banque, elle ne finance pas, alors on le fait financer par des citoyens. » C'est pas du tout ça. Guillaume, ça va plus loin que ça. Pour nous, c'est une vraie démarche. De la même manière qu'on cherche à être au plus proche des territoires et bien comprendre les enjeux pour développer un projet, il nous paraît super important d'avoir un financement de notre développement qui soit cohérent avec notre philosophie d'entreprise et avec nos valeurs. Et en ça, le financement participatif répond bien mieux que le ferait, par exemple, de faire rentrer des investisseurs. Aujourd'hui, on a très régulièrement des investisseurs qui souhaitent rentrer au capital de notre entreprise et ça nous réglerait le problème du financement du dev et nous permettrait même d'accélérer encore beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. C'est vraiment un choix de notre part que de garder cette indépendance qui nous permet. Pourquoi est-ce qu'on tient vraiment à garder cette indépendance? C'est parce qu'elle nous permet de développer les projets dans les valeurs qui sont les nôtres et de ne pas se faire imposer des questions qui soient uniquement des questions de rentabilité et de financement. Oui, une entreprise doit avoir de la rentabilité. Oui, elle doit aussi avoir un sens social, économique et environnemental. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Effectivement. En tout cas, merci encore à tous. Sachez qu'on a été on a fait un pic près de la centaine quand même de participants ce soir, donc c'est super. On est très content du succès. On espère que ces présentations vous permettent d'éclairer votre lanterne et de mieux comprendre et connaître les projets que nous proposons sur Enerfip. Et donc, merci à tous et toutes pour votre participation. Et on vous souhaite une bonne soirée, bien sûr, et on vous dit à très bientôt sur les prochains webinaires d'Enerfip. Merci à tous et à toutes. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.